Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la demande d'Anne-Hé, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, mais pour lequel je ne me sens pas vraiment l'autorité nécessaire pour en parler dans le détail, mais néanmoins, je vais quand même me jeter à l'eau. Donc, le sujet, c'est le bouddhisme, le taoïsme et les arts martiaux. Alors, de prime abord, en fait, les trois domaines semblent relativement éloignés l'un de l'autre, mais c'est ce que je vais essayer de faire, et voilà le plan que je propose d'adopter aujourd'hui, c'est que je vais d'abord vous parler des, des maîtres ou bien des fondateurs des arts martiaux dits légendaires. Ensuite, je vais euh, aborder quelques idées prises à gauche et à droite, et qu'ensuite j'ai métabolisé pour en faire en quelque sorte des idées personnelles concernant la pratique de ces philosophies ou bien de ces religions, plutôt philosophies ou bien façons de vivre, qu'est le bouddhisme et le taoïsme, ainsi que la pratique du mouvement qui caractérise les arts martiaux. Donc voilà le plan de l'exposé d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, eh bien, je vais peut-être commencer par ce monsieur. Alors, ce monsieur, c'est Bodhidharma. Et Bodhidharma, on en a déjà entendu parler avec les deux conférences d'Anne. Je pense que j'ai fait une diapositive montrant les dates et les thèmes de ces deux conférences un petit peu plus tard. Et ensuite, je parlerai d'un deuxième personnage légendaire qui est Zhang Sanfeng ou bien Chung Tam Phong en vietnamien. Et après cela, eh bien, la troisième partie, c'est ce que je disais concernant les quelques idées personnelles concernant cela. Alors maintenant, si on commence par justement par Bodhidharma. Alors Bodhidharma, la légende dit que il y est pour beaucoup dans la pratique d'arts martiaux des moines Shaolin. Et vous voyez ici trois représentations. À droite, une représentation de Bodhidharma en train d'être dans une attitude, dans une position de méditation. Et puis à gauche, visiblement, il est loin de la méditation, il est dans une position guerrière. Euh, Si je faisais du karaté, je dirais ça du kibadashi. Et si c'était du Wokotuen, j'appellerais cela un Chumbuntan. Donc, en fait, une façon de se tenir pour être le plus stable possible. Et bien entendu, au milieu, c'est un jeune moine Shaolin et c'est le Shaolin Kung Fu que tout le monde connaît bien. Maintenant, s'agissant du temple Shaolin, donc c'est un endroit euh, non pas mythique, mais très touristique et qui semble maintenant recevoir beaucoup de touristes tous les ans. Le temple Shaolin ou en vietnamien Theo Lam Teu et en chinois Shaolin Si. Et vous voyez, en fait, Shaolin, vous le savez sans doute déjà, c'est la petite forêt. Lam, c'est la forêt et Theo, c'est la petite, Shaolin Teu. Et Teu, c'est le temple de la petite forêt. Euh, alors, concernant Bodhidharma, et je vais maintenant consacrer ma toute première partie de l'exposé à ce personnage mythique, nous avions eu déjà deux conférences de la part d'Anne sur le Chan, ou bien le Zen, ou bien le Seon, ou bien le Tien en vietnamien. Et vous avez ici les dates, vous pouvez aussi les retrouver en tapant ces mots-clés qui représentent le nom de la chaîne YouTube de l'Institut bouddhique Truklam de Villebon. Et en principe, vous devriez assez facilement retrouver non seulement les deux conférences en question, mais l'ensemble de toutes les conférences qui ont été faites jusqu'à ce jour. Et je les ai mises dans deux playlists. La première et la seconde. La première playlist, c'est toutes les conférences qui ont eu lieu pendant la première saison. Et la seconde playlist, eh bien, c'est celle qui nous concerne encore aujourd'hui, puisque en principe, mon topo d'aujourd'hui doit clôturer la seconde saison.
Voilà, donc revenons à Bodhidharma. Donc quelques rappels, hein, parce que tout ça a été déjà développé et mentionné par Nei. Donc c'est un monsieur qui visiblement, vu ses caractéristiques morphologiques, ne ressemble pas tellement au président Xi Jinping. C'est pas vraiment un Han, et il est maintenant reconnu qu'il vient d'ailleurs que de Chine. Alors, il y a certaines sources qui disent qu'il peut provenir en fait de l'actuel Iran, donc de l'Empire perse, et puis d'autres qui disent qu'il pourrait venir effectivement du sud de la Chine, de cette région qui est la région du Tamoul. Bon, peu importe, je pense que n'étant pas historien, je vais simplement retenir ces deux hypothèses. Également concernant les hypothèses, la naissance de Bodhidharma, et autour de l'an 440 après Jésus-Christ, et son décès, eh bien, c'est quelques décennies plus tard, c'est entre 536 et 554. Donc là, vous voyez, les choses ne sont pas très précises, et tout comme le rôle de Bodhidharma dans sa participation à la création d'arts martiaux au temple Shaolin. En tout cas, une chose est sûre, et ça, je vous renvoie vers les deux conférences qu'a faites Anei, c'est probablement celui qui a instauré le Chan, le Chen ou bien le Tian en Chine, et puis ensuite qui va se propager dans d'autres pays d'Asie, la Corée, le Japon et le Vietnam. Euh, et il est dit que, en fait, le mouvement, euh, le bouddhisme zen ou le bouddhiste Chan se réclame depuis l'existence du tout premier Bouddha, qui est considéré comme étant le premier patriarche, et Bodhidharma, lui, est considéré comme étant le direct descendant. Et là, si je dis des bêtises, n'hésite pas à allumer ton micro et puis me corriger. Le 28e patriarche indien et le premier patriarche du Chan en Chine. Voilà, donc ça, c'est Bodhidharma. Bodhidharma, donc, qui avait pour mission d'aller euh, faire connaître cette façon d'être pour atteindre l'éveil depuis l'Inde ou bien depuis la région ouest par rapport à la Chine jusqu'en Chine. Et en fait, qu'est-ce qui l'amène un jour depuis son Inde ou bien sa Perse natale jusqu'à la Chine, et puis ensuite se terminer au niveau du temple Shaolin, eh bien, c'est ceci. Et l'histoire est également connue, hein. Donc, j'ai simplement remis cette diapositive pour rappeler d'abord le Bouddha, le tout premier, le Bouddha originel, et puis ensuite notre ami Bodhidharma, et la légende dit, mais ça a été aussi raconté par Nei, lorsque Bodhidharma ou bien Bodhidharma allait en Chine, moi, je ne connaissais pas vraiment son itinéraire, hein, mais il est dit qu'il a rencontré ce monsieur qui est un roi, voire même un empereur, Lian Wudi ou bien Luang Wade. Et en fait, c'est le roi ou bien l'empereur du royaume ou bien de l'empire de Liang ou de Lung. Et en fait, c'est cette partie-là, hein, la partie qui est coloriée en violet. Donc, c'est plutôt la partie sud de la Chine. Et à l'époque, la Chine était divisée en plusieurs royaumes, et le royaume Lung est visiblement un royaume important. Alors, Lian Wudi est quelqu'un qui était intéressé par le bouddhisme, parce que le bouddhisme était déjà présent en Chine avant l'arrivée de Bodhidharma. Et il semblerait qu'il y ait eu ce dialogue qui a été aussi relaté par Nei, et puis là que je me permets de retranscrire avec vous entre Lung Wudé ou bien Liang Wudi et puis Bodhidharma. Alors,
Comme beaucoup de gens, lorsque le Bouddha s'investissait à quelque chose, il espérait avoir un retour sur son investissement. C'est ce que pensent les gens qui jouent en bourse ou bien qui s'investissent en politique ou n'importe quoi. Donc, comme il s'investissait beaucoup dans la dévotion pour le bouddhisme, eh bien, il posait la question à Bodhidharma, qu'il soupçonnait être quand même un érudit, quelqu'un qui connaissait ce qu'est le bouddhisme. Donc, il lui pose la question, ben, combien de mérites j'ai obtenus en aidant à construire des monastères, en offrant des dons à la communauté bouddhique, ou encore en copiant et en récitant les sutras. Donc, visiblement, il a passé beaucoup de temps, notre cher empereur, à investir dans les actions en faveur du bouddhisme et il espérait quelque chose en retour. Et là, bah, quelle ne fut pas sa surprise lorsque Bodhidharma, en bon éveillé qu'il fut, me dit, bah, écoutez, mon cher ou bien mon roi, ben, il n'y a aucun mérite à cela. Alors, relativement interloqué, Liang Bouddhi continue, mais alors dans ce cas-là, tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien, mais donc quels sont les vrais mérites? Parce qu'en fait, moi, Liang Bouddhi, moi, je suis à la poursuite des mérites. Et là, là encore, Bodhidharma avait dit, bah, la sagesse pure, elle est merveilleuse, donc elle est parfaite. Et donc, dans ce cas-là, en fait, son essence est vide et paisible. Si vous avez encore envie d'avoir des mérites, c'est que vous n'êtes pas paisible. Si vous voulez remplir votre stock de mérites avec une chose qui est pure, merveilleuse, mais qui par essence est vide, eh bien, dans ce cas-là, en quelque sorte, mon cher, vous êtes en dehors, hors sujet, vous êtes trompé, vous êtes à côté de vos souliers royaux, hein, si j'ose dire. Alors, il continue, Bodhidharma, en disant bah, de tels mérites, en fait, bah, on ne peut pas les acquérir par, alors, ils appellent ça des méthodes mondaines. En fait, des méthodes mondaines, c'est peut-être des méthodes terre à terre, des méthodes intéressées. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est méthodes mondaines sont plutôt terre à terre et plutôt intéressés. Voilà, donc en disant cela, je pense que j'ai fait quelques pas d'amis parmi les bobos que je connais, que je fréquente. Alors, euh, Lungwude ou bien Lungwudi ne lâchait pas prise parce qu'il continuait, il dit, mais alors dans ce sens-là, d'accord, il n'y a pas tout ça, il y a pas, ce ne sont pas des mérites, mais alors quel est le sens suprême de la noble vérité? Parce qu'il cherche encore la noble vérité et il voulait absolument l'avoir. Il dit, bon, d'accord, tout ça, c'est tout ce que je fais, ça ne compte pas, j'étais hors sujet, mais je suis quand même à la recherche de la noble vérité parce qu'en fait, lui, bah, ce n'est pas dit hein, dans l'histoire, mais je pense que quelque part, et en secret, il voulait devenir Bouddha. Parce que Bouddha, c'était bien, et comme c'est un bouddhiste pratiquant, eh bien, c'est ce qu'il voulait. Et là encore, Bodhidharma dit, bah, dans ce cas-là, ce qui est vraiment noble, c'est la vaste vacuité. C'est, alors, tout ce que vous dites là, bah, ça ne vous permet pas d'atteindre ce que vous voulez. Alors encore très surpris, il terminait ses questionnements, Liang Wudi terminait ses questionnements par dire, mais finalement, moi qui te croyais être érudit, avoir tout compris, mais finalement, qui es-tu? Qui es-tu? Et la parole finale revenait à Bodhidharma, il dit, je ne sais pas. Alors là encore, en fait, le fait de dire je ne sais pas, ça a plusieurs significations. Et là, tout à l'heure, on peut en discuter à la fin de ce topo. Je ne sais pas, voulant dire peut-être que, en fait, ça n'a pas d'importance qui je suis. Ou bien, en fait, ça n'a pas d'importance ni pour vous ni pour moi. Et d'ailleurs, je ne sais pas qui je suis parce que cela n'a pas d'importance pour moi surtout. Donc, l'importance, c'est justement ne pas s'attacher, ne pas accorder trop d'importance à des choses qui finalement n'en valent pas, puisque ce sont des choses qui sont relatives à la dualité, relatives à l'ego. Et sur ce, eh bien, lui, il était très fâché, et lui, il était relativement déçu, parce qu'il dit, bah, je pensais venir voir quelqu'un qui pourrait éventuellement m'aider à divulguer
tout ce que je suis venu faire ici en Chine, c'est-à-dire apporter des connaissances sur la pratique du Chan, du Zen, et puis j'ai rencontré un imbécile, tout roi qu'il fut. Et donc, c'est là que finalement, Bodhidharma ne s'arrêtait pas au palais royal, il continuait son chemin et selon la légende, il traversa le fleuve bleu, le Yangtze-Kiang, donc voilà aussi une très belle image, et que l'on peut voir ici. Que l'on peut voir ici, donc le royaume des Liang, ou bien le Wengkok ça se trouve dans le sud de la Chine, il traversait ce fleuve, il allait vers le nord et il allait dans la province de Henan ou bien Henan pour finalement atteindre cette montagne que les Chinois appellent Songshan et en vietnamien Tungsan. Tungsan ou bien en français le mont Song. Alors, c'est pas le toit du monde, mais c'est quand même assez élevé. Et c'est dans cette même région que se trouvait et que se trouve toujours la pagode, le temple Shaolin. Mais Bodhidharma, d'après ce que je sais, hein, en fait, n'allait pas dans le temple, mais il allait dans une grotte qui était près du temple. Et là encore, hein, je vous renvoie à la conférence d'Henry où il s'assied pendant 9 ans en tournant le dos à l'extérieur et en faisant face au mur. Pendant ces 9 années-là, il réfléchissait, il essayait de trouver eh bien la voie ou bien l'éveil, hein. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, on a Rui Ha, dont le personnage a été aussi relaté par Henry, donc je ne reviens pas là-dessus. Donc, voilà, c'est ce que disait la légende. Donc, que retenir de cela? C'est que, premièrement, en fait, euh, Bodhidharma n'était pas le fondateur de Shaolin, contrairement à ce que beaucoup de gens pouvaient penser. Et d'ailleurs, contrairement à ce que moi-même je pensais. Le temple Shaolin préexistait à l'arrivée de Bodhidharma. Et à l'époque, il y avait déjà des moines, que sont des moines Shaolin. Alors, d'où vient cette notion d'arts martiaux? Et maintenant, si tout le monde parle de Shaolin, eh bien, la première chose à laquelle on pense, ce n'est pas forcément le bouddhisme, mais c'est vraiment le kung-fu Shaolin. Et la légende dit que à l'époque, les moines Shaolin étaient de faible constitution, ils étaient malades, probablement par manque d'exercice. Ils se faisaient très souvent attaquer par des bandits. Et donc, Bodhidharma, qui semble-t-il, dans sa jeunesse, avait pratiqué des arts martiaux, mais d'origine indienne ou hindoue, eh bien, avait appris aux moines des exercices dont certains sont encore enseignés aujourd'hui. Et puis, ces exercices-là, eh bien, c'est d'abord le Yi Jinjing, les Kunking, qui en fait sont des exercices pour vous permettre d'entretenir, donner de la force, de l'endurance, de la souplesse aux muscles et aux tendons. Hein. Donc, c'est le classique. King, c'est le classique, c'est le traité qui vous permet d'avoir des exercices. Alors, en fait, il y a 12 chapitres en tout, et ça a été repris dans nombre de romans de K P D P. Pour ceux d'entre vous et d'entre nous qui lisent Kim Jung, Jin Jung, eh bien, d'ailleurs, dans plusieurs des romans, Kim Jung évoquait ce Jiken King comme étant le, l'ouvrage miracle qui permet aux personnages importants, enfin, principaux personnages, de recouvrir leur force et leur vigueur après avoir été blessés. Moi, je pense à Leng Gosong, je pense à Chung Woo-ki, etc. Donc voilà, donc ça, alors maintenant, est-ce que c'était Bodhidharma ou bien d'autres personnes euh, hum, de naissance plus tardive que Bodhidharma avait transmis ça au moine Shaolin? Ça reste débattu, et là encore, ça fait partie des légendes, et donc ce n'est pas très, 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 très bien documenté.
La seconde chose, c'est le Teolambat Dwankam, ou encore les huit brocades. Là encore, ce sont des exercices hein, et qui sont enseignés pratiquement partout maintenant. Et en fait, c'est un exercice qui est très utilisé dans le Qigong. Donc, pour ceux qui le font, euh, vous êtes familier avec cela. Moi, je n'en fais pas, du moins pas encore, donc je ne peux pas commenter, mais voilà. Donc, il y a les huit mouvements, il y a les huit sections des brocades ou bien du bat Dunkam, bat voulant dire 8. Et enfin, plus tard, il y a, alors ça c'est probablement les plusieurs patriarques du temple Shaolin qui avaient codifié et systématisé ce qu'on appelle les 72 techniques de Shaolin. Donc, Imai Kuen Fap de Thieu Lam Tep. Donc, il y a des frappes de la main, du pied, tout cela est également documenté et transmis et enseigné. Voilà concernant le Bouddha, le Bodhidharma et Shaolin. Donc, que faut-il retenir? Euh, le temple Shaolin préexistait à Bodhidharma, qui effectivement, probablement par le hasard des choses, est venu dans cette grotte-là qui se trouvait pas loin du temple. Il s'est assis et pendant 9 ans, il a regardé le mur et il s'est mis dans la position des zazen pour essayer de trouver la voie et l'éveil. Et ensuite, à partir de cela, le temple Shaolin s'est acquise une renommée, mais aussi un savoir-faire indiscutable dans la pratique d'arts martiaux. Il est dit que très probablement, les arts martiaux de Shaolin est à la base d'un grand nombre d'écoles d'arts martiaux en Asie. Que ce soit le Japon, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, etc. Maintenant, le deuxième personnage, là aussi mythique, dont je voulais brièvement mentionner l'existence, c'est ce monsieur, Zhang Sanfeng ou bien Chung Tamfeng. Alors, lui, c'est un prêtre taoïste. C'est un prêtre taoïste. Euh, il est né à peu près dans le XIIe siècle, vers le XIIe siècle, et décédé au XIVe siècle. Probablement, il a vécu centenaire. Mais là encore, hein, sa date de naissance n'est pas connue avec exactitude et même son existence a été aussi parfois questionnée. En tout cas, son nom, Tam Phong, Tam voulant dire trois, comme tout le monde sait, et Fong voulant dire pic. Mais juste pour vous situer son existence dans l'histoire de la Chine, eh bien, 12e ou 14e siècle nous amènerait à dire qu'il serait né probablement à la fin de la dynastie des Song, les Tang, et puis le début de la dynastie des Ming. Et entre-temps, il y a la dynastie des Nguyen, des Yuan, que sont les Mongols, hein, qui est en fait une dynastie qui n'a pas qui ne faisait pas un siècle. Et donc, Chung Tam Fong est à peu près dans cette période-là. Et d'ailleurs, dans Yi Tian Kim et Dolong Dao, en fait, il apparaissait hein, donc comme étant le Tai Suto de Chung Woo-ki. Et donc, il enseignait d'ailleurs le Tai Kek Kim et Tai Kek Kuen à Chung Woo-ki. Et donc, c'est justement là, donc, Chung Tam Fong, alors, d'abord ça, et puis Tam Fong, c'est les trois pics. Alors, la légende dit que après avoir été exclu de Shaolin, parce qu'une des légendes disait que Chung Tam Fong n'était pas un moine Shaolin, mais son maître était un moine Shaolin qui a été ensuite, suite à une faute qu'il aurait faite, mais qu'il n'a pas faite, le maître, eh bien, a été exclu du temple Shaolin et ensuite
Chung Tam Phong, dont le nom est Chung Tam Bao, a été exclu. Et donc, mais comme il avait déjà appris des techniques de combat de Shaolin, ensuite il a fait son chemin et chemin faisant, il est passé par le mont Taibai. Il a vu des pics de montagnes majestueux et c'est là où il a décidé de prendre comme surnom Chung Tam Phong, qui veut dire maître Chung avec les trois pics. Fong ici voulant dire pic et non pas vent. Donc voilà, le mont Taibei se trouve dans le nord-est de la Chine. Alors, ce qui est sûr, et c'est que Zheng Tamfeng, Sang Zhengfeng, inaugurait bien toute la voie de ce que l'on considère maintenant comme étant l'école interne, les Neija, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, parmi lesquels il y a effectivement le tai chi, mais il y a aussi d'autres techniques d'arts martiaux. Et il est aussi considéré comme étant le patriarche fondateur d'un style d'arts martiaux, d'une école d'arts martiaux, et puis qui se trouve aussi dans une montagne, qui est le Wadang, ou bien le Wudang. Et l'école Wadang se trouve dans la montagne du Wadang, le Wudangshan. Et vous voyez ici, eh bien, le Wudang ou bien le Wadang, c'est avec cette école-là que l'on voit utiliser quasiment de façon plus que systématique, emblématique, eh bien, le cycle de yin et de yang. Et c'est là-dessus que, en fait, tous les mouvements d'arts martiaux de cette tendance, eh bien, tournent autour de ces notions de yin et de yang, de Hamzung, et puis de la notion des cinq éléments de Guhan. Alors, voilà, donc la pagode Wudang, qui est aussi devenue un endroit touristique. Beaucoup d'Occidentaux font des pèlerinages là-bas, Wudang, Shen, ici. Et c'est là où vous voyez qu'il y a effectivement l'enseignement d'arts martiaux Wudang, mais qui est à l'origine, est intimement lié avec deux autres pratiques relativement populaires maintenant en France, que sont le Qigong et le Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan. Alors, avec le Tai Chi Chuan, le Tai Chi Chuan, contrairement au Shaolin Chuan, mais là encore, c'est très, très, très schématique. Eh bien, on a l'habitude de dire que le style Shaolin est un style qui s'oriente plutôt à un style dur, cassant, utilisant la force, et qu'on appelle cela le Muay-za ou bien le Muay Kang, qui utilise la force du corps, la force extérieure. Et en fait, pour pratiquer ce genre de style, il vaut mieux être jeune, être grand, être fort. Et puis, à l'opposé, il y a un, un autre style qu'on appelle le Neijia en français, ou bien l'art interne. Là encore en français, l'art interne en français, le Neijia, c'est simplement une phonétisation du Neijia en chinois et du Noisa en vietnamien. Et juste quelques exemples de pratiques considérées comme étant des pratiques d'art interne. D'abord, le Xingyi, alors, je bouge un petit peu, Xingyi-quan ou bien Hengyi-quan. Là encore, vous voyez, des mouvements utilisent sur le principe des cinq éléments. Ce sont des mouvements relativement courts, mais si on s'intéresse un petit peu plus au Hengyi-quan, eh bien, celui qui a fondé le Hengyi-quan, c'est un moine Shaolin. Donc dire que Shaolin, c'est le style dur du Muay-za, et puis ensuite, de l'autre côté, il y a le style souple, le style Noisa, et mettre ça en opposition ne marche pas toujours. Puisque Nicoyen, ça prend comme source eh bien, un moine Shaolin. En tout cas, c'est un style qui est pas très connu, mais ce n'est pas confidentiel. Il y a des pratiquants de Xingyi Quan en France, aux États-Unis, en Angleterre. Donc, c'est un style qui est relativement répandu. Pas autant que les autres, tout comme le Bagua.
de Baguazhang ou bien Bat Kwai Cheong. Alors, donc là, vous voyez, c'est un style qui est basé sur le Yiking, avec toutes ces transformations, les différentes transformations du Yiking. Et là encore, c'est un style très circulaire. Le déplacement se fait en cercle et toujours sur ce principe de yin et de yang. Tellement important pour l'école du Tai Chi, l'école du Wudang, l'école qui repose sur cette idée du taoïsme. Et je reviendrai là-dessus après avoir terminé avec cette première partie qui est la partie un petit peu descriptive et basée sur des choses plus fondées sur des légendes que sur la vraie histoire véritablement documentée. Alors justement, à propos des Tai Chi, donc il n'y a pas plus yin et yang que Tai Chi, hein. Le symbole va quasiment de pair, et là Jade me corrigera si je dis des bêtises, avec ce style. Ce style Tai Chi ou bien Tai Kwen, Tai Chi Kwan ou bien Tai Kwen. Alors là encore, c'est un sujet passionnant. Je ne me sens pas suffisamment expert en Tai Chi pour vous développer l'histoire du Tai Chi. Peut-être une autre occasion, peut-être avec Jade ou bien avec d'autres, on pourrait revenir là-dessus, mais il y a toujours est-il que nous savons qu'il y a plusieurs styles de Tai Chi. Il y a le style Yang qui est répandu, il y a le style Chen. En fait, le style Chen, c'est Chen Za. Donc, Chen, c'est Chen. Yang, c'est Zheng. Zhengza, Chenza, et puis il y a le style Wu, il y a le style Sun, donc tout cela est relativement documenté avec une date qui est quand même plus récente que la date de naissance de Zhang Sanfen, de Cheng Tampong. Donc il y a plusieurs siècles où les choses n'ont pas été véritablement documentées. Donc on fait remonter l'origine du Tai Chi à Zhang Sanfeng, mais très peu de choses sont véritablement connues avec certitude. En revanche, plus tard, avec cet arbre généalogique entre les différents styles du tai chi, les choses semblent être beaucoup mieux connues et en tout cas documentées. Et toujours est-il qu'il faut remonter relativement récemment, donc vers le 19e siècle, pour que les choses soient vraiment datées avec certitude. Un, un dernier point avant de quitter ce chapitre, c'est que tout à l'heure, j'ai échangé avec Jade. Ici, le tai chi a pris comme origine un style de boxe qui s'apparenterait plutôt à du Muay Thai, la boxe longue, ou bien Chung Quan, en vietnamien, Chang Quan en chinois. Donc, ce sont des mouvements très amples avec des déplacements qui nécessitent de l'espace, alors que dans le tai chi, comme dans les autres styles, eh bien, l'espace nécessaire pour pratiquer ces styles-là est beaucoup plus confiné, contrairement au kata des karatékas ou bien aux, aux exécutions, au Tao du kung-fu traditionnel euh, d'influence Shaolin. Alors, après avoir fait cela, faisons juste un petit tour en arrière vers ce fameux ouvrage que tout le monde connaît, que je connais un petit peu pour l'avoir lu, mais vraiment là, je ne prétends pas du tout être spécialiste, loin de là, qu'est le Tao Te Ching ou bien Tao Te King, dont l'auteur est aussi un personnage mythique qui est Lao Tzu ou bien Lao Tzu. Alors, j'ai extrait quelques versets et en essayant de trouver un point commun entre ce qui est dit dans ces versets du Tao Te Ching avec ce qui pourrait être utilisable dans les arts martiaux. Alors, si on prend par exemple le verset numéro 5, en fait, qui se terminait par cette phrase Dangon Sokum, en fait, qui dit que c'est pas la peine de parler beaucoup. Et il vaut mieux de rester au centre. Bất như thủ trung, c'est garder le centre.
garder le centre. Et en fait, pour tout pratiquant d'arts martiaux, la chose la plus importante, ce n'est pas ni de gagner, perdre, c'est pas génial, mais bon, si on perd, on perd, hein. Gagner, c'est mieux, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de garder l'équilibre. Dans tous les arts martiaux et les pratiquants de Tai Chi sont bien d'accord avec ça. Et donc, en fait, de rester ancré au centre, ça, c'est important. Et là, j'ai pris un exemple, c'est un exemple pris à la physique, physique classique, hein, physique occidentale. Vous avez différents états d'équilibre. Vous avez ici un équilibre instable, donc je prends l'exemple d'un triangle, et donc évidemment, s'il est bien placé, eh bien, il sera en équilibre, mais il suffit d'un rien pour que ce triangle, cette pyramide renversée, euh, euh, inversée sera renversée. Ceci est un équilibre beaucoup plus stable que le premier, mais néanmoins, si vous poussez très fort, vous pouvez aussi faire basculer la pyramide. En revanche, si vous êtes une sphère, un ballon, eh bien, quoi que vous fassiez sur le ballon, il sera toujours en équilibre. Il changera de place. Et donc, il sera obligé d'adopter une stratégie dynamique de mouvement. Mais en fait, en tant que pratiquant d'arts martiaux, ben justement, on aime bien le mouvement. On ne veut pas être statique. Comme l'eau, d'ailleurs, que je vais revenir, dont l'exemple sera pris dans la prochaine diapositive. Donc, on est en mouvement, mais peu importe, l'important, c'est de rester en équilibre. Alors, ici, les physiciens appellent ça un équilibre neutre. Moi, je dirais cela un équilibre quasiment éternel, idéal. Alors que cet équilibre-là, c'est un équilibre stable, tout simplement parce que cet objet-là est sur sa base. Mais que cette base-là soit aussi bien, soit aussi développée soit-il, il suffit d'avoir une force beaucoup plus grande pour pouvoir renverser l'objet. Alors que si je reviens à l'exemple du cercle, de la sphère, du ballon, eh bien, ce ballon roule, mais ce ballon-là ne sera jamais perturbé parce que son centre sera toujours au même endroit. Et donc, c'est un principe que les pratiquants d'arts martiaux aiment beaucoup. On peut très bien changer de position, mais il faut toujours que le centre ne change pas. Un deuxième exemple, qui est aussi très important, dans les arts martiaux, c'est le fameux exemple de l'eau, qui peut être considéré comme étant l'un des fondamentaux de la pensée, je dirais, orientale. Elle n'est pas réservée qu'aux Chinois, qu'est l'effet bienfaisant de l'eau. Donc, en fait, dans le verset 8, c'est un verset que j'aime beaucoup, qui commence par la phrase qui dit que c'est-à-dire que en fait, il n'y a rien qui ne soit plus bénéfique que l'eau. L'eau apporte du bénéfice à toute chose, à tout être vivant, et pourtant, l'eau ne prétend pas, ne dispute pas, n'essaye pas de prendre la place de qui que ce soit. Qui plus est, ce n'est pas dit dans ces versets, mais l'eau aime bien les endroits déclives. Plus c'est bas, ben, plus l'eau se trouve bien. Donc l'eau se trouve toujours, cherche toujours à aller le plus bas possible. Contrairement à la vanité qui cherche la hauteur, l'eau cherche la discrétion, cherche un endroit, mais aller le plus bas. C'est aussi chercher l'endroit le plus stable. Et en fait, lorsque vous y pensez, et ça tout le monde le sait, hein, c'est pour ça que j'ai pris cette photo, eh bien, même si l'eau est probablement l'élément physique qui est le moins dur par définition, l'eau arrive finalement à moduler, à faire modifier la forme des, des cailloux, des pierres, des rochers. C'est un exemple connu. Mais cela veut dire que finalement, lorsque l'eau est là, quand bien même il n'a pas beaucoup de force en apparence, il arrive à faire changer les choses à condition d'être patient. Et puis, il y a aussi une deuxième chose, et je n'ai pas eu le temps de préparer une diapositive avec vous. Lorsque vous pensez au principe de force et de résistance, c'est un principe physique. Et on a l'habitude de dire que
la résistance, euh, quand vous exercez une force et quand la personne qui se trouve en face de vous n'accepte pas cette force-là, elle a deux façons de faire. Ou bien elle oppose à la force une résistance. Et lorsque vous décidez d'adapter cette stratégie, il faut que la force de la résistance, donc la contre-force, soit au moins égale à la force initiale si vous ne voulez pas reculer. Donc, tout à l'heure, on parlait de rugby, et c'est l'exemple typique des mêlées. Mais maintenant, au lieu d'opposer une résistance et une force qui vient vers vous, vous déviez la force et vous n'opposez plus de résistance. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, la force n'existe plus. Plus de résistance, car vous ne considérez pas la force, car vous ne voulez pas vous mettre dans le même axe sur lequel la force est exercée. Et l'eau, c'est pareil. En fait, lorsque l'eau rencontre une résistance représentée par un rocher statique, l'eau contourne le rocher. Alors, dans les arts martiaux, lorsqu'on reçoit une force qui arrive, plutôt que de résister, ou bien plutôt d'opposer une force de valeur au moins égale, eh bien, on dévie la force, et c'est le principe même du neija ou bien du noisa. Alors, l'un des arts martiaux qui utilise ce principe-là, de façon quasi permanente, c'est le fameux Aikido. Aikido en vietnamien, c'est Hip Kidao. Hip ici voulant dire Hap, c'est-à-dire l'harmonie, la concorde, l'union. En fait, on unit notre force avec celle de l'adversaire pour la dévier vers une direction qui ne nous concerne plus. Donc, on dévie la force en uniant notre force avec la force de l'adversaire. De l'adversaire. Le ki ici, c'est le chi, c'est l'énergie, et le dao, c'est le fameux voix. En japonais, c'est le do. Donc, karaté do, c'est la voix de la main vide. Kung-tu dao, New dao, c'est la voix de la souplesse, etc. Donc voilà, c'est juste une représentation d'aïkido où ici, ce pratiquant dévie la force exercée par un autre pratiquant. Alors, je profite de cet exposé pour partager avec vous toutes les dernières réflexions que j'ai concernant le yin et le yang. Et aussi pour vous dire que pendant longtemps, euh, j'ai dit des bêtises, mais tout le monde le fait. Mais c'est surtout que j'ai pensé, j'avais une pensée qui était pas dans la bonne direction. Alors tout d'abord, le yin et le yang. Tout le monde connaît le symbole, hein. Donc yang, c'est yung, c'est le jour, c'est blanc. Et en fait, ici, vous avez... Alors, c'est intéressant. J'ai pas le temps de vous montrer le caractère chinois. Ça, c'est le point commun entre le yin et le yang. Et en fait, ce point commun, eh bien, lorsqu'il s'associe avec le soleil, eh bien, ça donne le yin, le yang. Et lorsqu'il s'associe avec la lune, ça donne le yin, le han, la nuit. Et avant, ce que je disais, c'est que effectivement, bon, ce n'est pas totalement faux, mais c'est pas très juste non plus. Je disais que dans chaque élément yang, donc dans chaque homme, il y a une part de féminité, donc c'est le point noir du yin qui ici. Et puis, dans chaque élément féminin, il y a une part de masculinité. Donc, c'est l'élément, le point blanc qui se trouve dans l'élément noir. Et continuant sur cette pensée, donc, j'explique cela aux pratiquants d'arts martiaux qui fréquentent notre école avec ici des traductions vietnamiennes. Donc, c'est pris à partir d'une diapositive que j'ai faite. Donc, j'ai dit, voilà, on va faire deux colonnes. Dans la colonne représentant l'élément féminin, le yin, eh bien, il y a la nuit, le ténèbre, la lune, la mort, le noir, le négatif, l'humilité. Et dans l'élément masculin, vous avez le yang, donc le jour, le soleil, le vivant, le blanc, le positif et le sec. Donc, là-dessus, il y a deux choses.
qui maintenant, en y repensant, qui me gêne, en fait, qui ne me met pas la honte extrême, mais qui quand même ne me met pas très à l'aise. La première chose est que, en fait, c'est assez machiste hein, comme façon de penser. Hein, parce que on donne à la femme tout ce qui est pas terrible. Hein. La mort, par exemple, le noir, le négatif. Donc, ceux d'entre nous qui sont machos, ben, disent, bah oui, ben, ma femme est négative. Donc, c'est peut-être pas terrible pour elle. Et en revanche, moi, l'homme, je suis positif. Voilà. La femme, elle pleure, elle est humide, moi, je suis sec, etc., etc. Et moi, j'apporte la clarté, elle n'apporte que la pénombre. Donc ça c'est très machiste comme façon de penser. Et la deuxième chose qui est encore plus gênante, c'est que véritablement, là, nous sommes dans une dualité. On dit bien qu'effectivement, dans l'homme, il y a un petit peu de part féminin et dans la femme, il y a un petit peu de part masculin, mais ça reste deux entités distinctes, comme le jour et la nuit comme le jour et la nuit. Et en fait, à partir de cette réflexion qui n'est pas totalement fausse et qui d'ailleurs est très répandue, et c'est pour ça que j'avais ces notions-là, eh bien, je vais vous proposer autre chose. Et cette autre chose-là, je le dois à plusieurs personnes, entre autres d'abord à ce monsieur qui s'appelle Cyril Javary et qui ensuite a un de mes condisciples qui est un maître, hein, qui est le maître André Joubier, qui est un maître d'art interne du Vacotuel. Et en fait, ce que dit Cyril Javary, et je vous conseille d'aller sur YouTube, il a quelques vidéos assez passionnantes. D'abord, c'est un expert de la culture chinoise. Il dit qu'en fait, que le yin et le yang, c'est un petit peu comme les deux versants d'une seule et même montagne. Donc, le yang, c'est l'adresse, et le yin, c'est l'ubak. Alors, l'adresse, c'est le côté de la montagne qui est exposé au soleil, et l'Ubac, c'est le côté de la montagne qui est dans l'ombre. Donc Ubac et opaque, ça a la même origine étymologique que dans le Moyen Âge. Et en fait, lorsque vous voyez le soleil ici, lorsqu'il se déplace, ce côté-ci de cette montagne-là est du côté obscur, où il y a de l'ombre, mais lorsque la montagne se déplace ici, eh bien, c'est lui qui aura le soleil. Donc, il deviendrait. Alors que ce côté-ci, qui était le côté où il y avait de la lumière, donc l'adresse, eh bien, lorsque la montagne irait de l'autre côté, eh bien, ce côté-ci, auparavant ayant pleine lumière, va redevenir ténébreuse ou bien ombragée de nouveau. Donc, le yin et le yang, c'est la même chose, mais dans deux états différents. Alors, appliqué aux êtres humains, ce n'est pas très commode parce qu'en fait, on a un genre. Mais appliqué aux choses, et quand bien même appliqué à notre psychologie, ça collerait peut-être davantage hein, à la réalité. Et vous verrez tout à l'heure, appliqué aux arts martiaux, c'est exactement cela. On ne voit pas, on ne connaît pas d'arts martiaux où il n'y a que du dur, et on ne connaît pas d'arts martiaux où il n'y a que de la souplesse et que de la déviation. Et il y a un moment où on utilise de la force, mais pas toujours. Tout dépend du style. Cette force-là est utilisée de façon prépondérante dans certains styles, comme le karaté, et de façon et la souplesse ou bien la déviation sera utilisée de façon prépondérante dans certains styles, comme dans le tai chi ou bien comme dans l'aïkido. Mais il n'y a absolument pas une euh, les choses ne sont jamais figées dans un état de force ou bien de déviation dans les arts martiaux. Alors, et puis, une deuxième chose, et là aussi, on le doit à ce monsieur qui s'appelle de mémoire Monsieur Marolo. Monsieur Marolo, je pense que c'est Jean Marolo. Oui, Jean Marolo, qui est un ancien polytechnicien et qui a proposé ce dessin. Et je vous laisse découvrir. Donc, si c'était un film, ce serait même mieux. Donc, on part de cet état de yin et de yang, hein, donc avec le yang en blanc, avec un élément noir, de yin, etc. Mais en fait, regardez bien ces petits éléments. En fait, ils vont grossir. Alors, si je prends sur le point noir, il va grossir, 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 grossir. Pareillement pour le point blanc, grossir, 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 jusqu'à un point où ici, eh bien, le point noir va prendre tout l'espace auparavant occupé par le point blanc, et le point blanc va prendre tout l'espace occupé auparavant par le point noir, et ensuite il y a
un basculement de la boule de yin et de yang. Bien sûr, dans chaque élément, il y a aussi le germe du contraire. Donc, lorsque le point noir prend tout l'espace du point blanc, le point blanc n'est jamais totalement anéanti. Et là aussi, il faut comprendre cela dans le yin-yang. Il n'y a jamais domination totale, anéantissement de l'élément, non pas contraire, qui serait un mauvais mot, mais complémentaire. Le yin et le yang sont complémentaires. Ça, on le sait depuis toujours. D'ailleurs, ce symbole nous le montre bien. Mais lorsque le yin devient yang, eh bien, le yang qui auparavant était prédominant n'est pas complètement anéanti, mais il reste un élément yang pour qu'il puisse redevenir majoritaire de nouveau. Donc, voilà, c'est ce que proposait Jean Marollo et je trouve ça extraordinairement intéressant, sinon intelligent. Je dirais même plus intelligent que plutôt intéressant. Et donc, un exemple que j'aimerais partager avec vous, surtout que maintenant il fait très froid, mais cet exemple-là, je le dois à M. Cyril que j'ai cité tout à l'heure. En fait, on a l'habitude de situer l'hiver et l'été au moment des deux solstices. Donc, le solstice d'été, ça se passe. Alors, c'est pas ici, c'est c'est pas le mois de mars. J'ai fait une bêtise. En fait, c'est le mois de juin. C'est le 21 juin. C'est le jour le plus long. Et le solstice d'hiver, c'est le 21 décembre, c'est le jour le plus court. Et donc, on a l'habitude de dire, bah voilà, en décembre et en janvier et en février, eh bien, nous sommes en hiver et il faut attendre jusqu'au 21 juin pour être en été. Mais maintenant, si vous pensez, vous dites que finalement, le 21 décembre, c'est pas terrible parce que les jours sont extraordinairement courts, mais la bonne nouvelle, c'est que le 22 décembre, eh bien, les jours s'allongent jusqu'à culminer au 21 juin. Ce qui vous permettrait de dire que bah, finalement, mon été ne commence pas le 21 juin, qui est le jour le plus long, certes, mais mon été va commencer le 22 décembre, c'est-à-dire le premier jour où les jours s'allongent. Eh bien, figurez-vous que lorsque vous pensez comme ça vous aide à mieux passer l'hiver. Et puis maintenant, concernant l'été, si vous dites bah, le 21 juin, c'est le jour le plus long, mais à partir du 22 juin, eh bien, les jours vont se raccourcir. Et donc, c'est pas très bon parce on va avoir les jours se raccourcir de plus en plus. Et si vous me proposez de dire que l'hiver commence le 22 juin, je ne suis pas sûr que les agences de voyage soient d'accord d'abord. Et puis ensuite, moi, je ne suis pas sûr d'être d'accord non plus. Mais je dirais que dans ce cas-là, eh bien, si vous vous dites que le 22 juin, les jours raccourcissent, ça vous permet de mieux profiter du jour qui est encore long, bien que raccourcissant. Donc, vous voyez, cette façon de penser, eh bien, est une façon qui correspond au yin et au yang, tel que probablement proposé par les anciens, et ensuite mal interprété par notre esprit trop cartésien avec des points, des définitions qui ne semblent peut-être pas les points les plus intelligents. Donc voilà, donc ces diapositives nous rappellent les jours d'été et d'hiver. Et je termine avec le symbole de yin et de yang avant de conclure. En fait, dans le mot Tai Chi Kuen, en vietnamien Tai Chi Kuen, pendant longtemps, je pensais que le mot que voulant dire extrême, comme Bắc Nam Cực, donc le pôle Nord, le pôle. En fait, lorsque vous regardez le caractère chinois, ce mot que veut aussi dire la poutre porteuse. C'est un petit peu comme ce caractère-là qui ressemble à un B allongé ici. C'est la poutre porteuse, c'est l'élément commun. L'élément commun de quoi? Eh bien, l'élément commun, c'est la crête de la montagne. C'est la poutre porteuse de la maison. Et en fait, ici, les poutres porteuses dans l'architecture occidentale, elles se trouvent sous le toit de la maison. En revanche, en Chine, les poutres porteuses, elles se trouvent sur le toit de la maison. En d'autres termes, lorsque vous arrivez à cette
extrême, à cette poutre porteuse. Ici, si vous êtes yin, vous allez augmenter votre caractère yin, comme l'avait proposé Jean Marollo de tout à l'heure. Arrivé à ce fait-là, vous allez basculer en yang. Et donc, en fait, c'est un bascule sans cesse. En fait, le yin et le yang, c'est deux états, hein, d'une même entité, et que ces deux états-là, et ça, les médecins, bien les physiologistes que je suis aiment bien, ça permet une régulation. Lorsque vous avez un trop-plein d'une hormone, eh bien, il y aura d'autres hormones qui contrôlent l'hormone d'intérêt qui va inhiber. Et à l'inverse, lorsque vous avez un trop peu de la même hormone, tous les mêmes hormones également, les hormones hypophysaires, eh bien, vont pouvoir stimuler pour pouvoir rétablir l'équilibre. Donc, la notion de yin et yang, c'est quelque chose très certainement, très certainement réel, puisqu'elle s'applique même au fondement de la vie, hein, que sont la régulation, euh, que sont les mécanismes de régulation hormonale. Donc voilà. Donc je termine en disant que finalement, bah, vous voyez le Goju Ryu, qui est un style de karaté d'Okinawa, en fait, est un style qui dévie, mais qui aussi comporte un élément dur. Donc c'est le yin d'abord et ensuite le yang ensuite. Donc c'est une alternance. Et si vous vous intéressez au caractère chinois du Goju Ryu, et si vous le traduisez en vietnamien, c'est ce que j'ai fait, eh bien ça vous donne le Kung Nhu Liu. Kung voulant dire dur, Nhu voulant dire déviation, souplesse, et Liu voulant dire c'est une alternance. Donc, ça traduit effectivement cette idée d'alternance entre le yin et le yang, tel que représenté par le symbole du yin et du yang. Donc, je termine avec le dernier terme, qui est le dernier mot, qui est le mot do. Donc, Tao en chinois, voix en français, Dao en vietnamien, et puis do en japonais. Et avec ce symbole de yin et du yang. Donc, pour beaucoup, la voie, c'est une voie, hein, donc c'est la voie qui mène à quelque part. Et donc tout dépend. Hein, donc pour les taoïstes, c'est la voie qui mène à la sagesse. Euh, pour les bouddhistes, bon, je n'ai trouvé que cette image qui n'est peut-être pas idéale, mais c'est la voie qui mène au nirvana, c'est-à-dire à la libération de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous aliène. On cherche l'éveil et l'éveil n'est rien d'autre qu'une libération. Et puis, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, la voie, c'est de mener à des titres, à des possessions, même les pratiquants d'arts martiaux, c'est des titres honorifiques tels que les ceintures. En fait, pour la petite histoire, et ça c'est un ami karatéka qui me l'a raconté, au début, originellement, les pratiquants du karaté ne portaient qu'une seule ceinture, qui est la ceinture blanche, qui correspond à la couleur du kimono. Et puis, la ceinture noire venait simplement du fait que le pratiquant de karaté, après plusieurs années, va voir noircir sa ceinture blanche, originellement blanche, et qui devient noire par le temps. Et ça traduit simplement le fait de quelqu'un qui a pratiqué pendant longtemps. Mais originellement, cette ceinture noire, et si à l'époque la lessive existait et que si les karatékas lavaient leur ceinture, devrait en principe rester blanche tout le temps. Donc il n'y avait qu'une seule ceinture et la ceinture était là simplement pour maintenir le kimono en place et nullement pour déterminer tel ou tel niveau. Le reste, eh bien, les différentes couleurs, et puis ensuite le premier, le deuxième, le troisième dan jusqu'au 10e dan, ce sont un petit peu comme des médailles ou bien comme des breloques, hein, que l'on pourrait donner aux uns aux autres pour que la personne pense qu'elle devienne un petit peu plus importante aujourd'hui qu'hier et moins importante aujourd'hui que demain. Voilà. Mais finalement, lorsqu'on pratique les arts martiaux, comme j'essaie de le faire, ou bien comme beaucoup d'entre nous, eh bien, on sait pertinemment que, en fait, ce n'est pas l'autre qu'on va essayer de vaincre puisque aussi fort que vous soyez, si vous avez en face de vous quelqu'un qui fait 40 centimètres de plus et 50 kilos plus lourd,
eh bien, il est fort peu probable que vous puissiez venir à bout de cette masse de muscles et d'os. Et donc, finalement, la pratique d'arts martiaux, c'est de vaincre soi-même, hein. Comme l'a dit Bouddha, mais qui a été repris par Nietzsche, qui dit que le plus dangereux ennemi que tu puisses rencontrer sera toujours toi-même. Donc ici, c'est la même chose en vietnamien, qui, selon certains aussi, ça fait partie euh, des préceptes du Bouddha. Et donc, pour conclure, je dirais que parlant des deux pratiques ou bien des deux façons de vivre, des deux philosophies, que sont le taoïsme et le bouddhisme. Et puis la pratique des arts martiaux, j'ai essayé euh, de représenter ceci sous forme de triangle. J'ai dit que le taoïsme, le but, c'est la connaissance. La sagesse, c'est simplement celui qui connaît. Bah, qui connaît qui? Qui connaît surtout soi-même, qui connaît surtout l'environnement et qui vous permet de maîtriser l'environnement aussi contraire qu'il puisse être et le contrôle de soi-même. Le bouddhisme, et ça je parle sous le contrôle de Eng Hei, et puis de vous autres, c'est la libération, la désaliénation, la libération de tout ce qui peut nous rendre malheureux, euh, peut nous rendre malades. Malade, en anglais, c'est disease, c'est de ne pas être à l'aise. Voilà. Et les arts martiaux, c'est ce qu'on enseigne dans toutes les écoles d'arts martiaux, c'est la force, la volonté, le courage. Mais finalement, cette force, cette volonté, ce courage, cette maîtrise, ce contrôle, cette libération, c'est vis-à-vis de quoi et vis-à-vis de qui? Eh bien, c'est vis-à-vis de nulle chose qui ne puisse être extérieure à vous-même, mais c'est vis-à-vis de vous-même. Donc, c'est ce point que j'ai trouvé comme étant un point commun entre les trois approches de cette libération, cette victoire. C'est la victoire contre soi-même, la libération contre soi-même, la maîtrise de soi-même. Et pour terminer, et pour revenir à Bodhidharma, en fait, là aussi, j'ai appris ça récemment. Donc, dans beaucoup de représentations, on le voit tourner le dos à l'extérieur et faire face au mur. Et en fait, c'est trompeur parce que c'est un mur d'une grotte, donc on a l'impression que c'est un mur avec des aspérités, mais vous pouvez très bien imaginer que, en fait, faire face à ce mur-là, c'est un mur lisse qui vous renvoie vers vous-même vos vanités, qui vous renvoie vers vous-même tout ce qui euh, vous fait attacher à ce que vous voulez vous attacher. Donc, ça vous permet justement le détachement, puisque le mur ne vous renvoie rien, que simplement la vacuité dont parlait Bodhidharma de tout à l'heure, ou au pire, l'image de vous-même. Et finalement, je pense que c'est ce que Bodhidharma a trouvé, à tel point, mais là je vais laisser Annie de raconter, lorsque Huayra était venu le voir et après s'être tranché le bras, eh bien, Bodhidharma lui a fait comprendre que, en fait, l'esprit que cherchait Huayra, eh bien, c'est quelque chose dont il pouvait également se libérer. Donc voilà, donc avec ça, je termine mon exposé d'aujourd'hui avec cette très jolie photo que j'ai trouvée sur l'Internet et que je voulais partager avec vous.